04 308 ou www.energietotal.fr. Bienvenue dans le journal de Télémiroir avec Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Patrick. Les titres que vous allez évoquer en partie ce soir, les élus gardois à la séance plénière du Conseil régional Languedoc-Roussillon à Montpellier, un conseil régional où vous avez croisé le président Damien Allary, exclu du PS comme 57 de ses camarades, et un tournoi de football organisé par Tango Bus, placé sous le signe du respect. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal avec du football et ce sondage effectué par nos confrères du quotidien La Provence. Seulement 4 jours après la victoire de l'ACR L'Avignon sur la pelouse du Havre, plusieurs entraîneurs de Ligue 2 voient les Arlésiens dans le trio de tête pour l'accession en Ligue 1. Le Canet Patrice Garande, futur adversaire des Nîmois, le Havrais Cédric Dory ou encore l'Angevin Jean-Louis Garcia et bien d'autres plébiscitent l'ACA à 6 journées de la fin du championnat. Un sondage qui n'est pas sans rappeler celui qui avait été publié en décembre dernier et qui avait désigné cet homme, le coach arlésien Michel Estévan, comme le meilleur entraîneur de Ligue 2 pour la première partie du championnat. Avant de se projeter peut-être en Ligue 2, les Arlésiens devront surtout battre Guingamp vendredi prochain sur la pelouse du Parc des Sports d'Avignon à partir de 20h. L'ACA qui verra ses rencontres de la 35e et de la 36e journée être retransmises par Eurosport le 30 avril pour la réception de Nantes et puis la semaine suivante pour le déplacement des Arlésiens à Châteauroux. Rappelons qu'en l'espace de 4 ans, Michel Estévan a conduit l'équipe arlésienne de la CFA2 à la Ligue 2, lui qui a également porté en tant que joueur les couleurs du Nîmes Olympique au début des années 80. À mon avis, Jean-Pierre Escalette, le président de la fédération, ne va pas le contacter. Il est trop qualifié pour être sélectionneur national, Christophe. Et de toute façon, la place est déjà prise, au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Jusqu'à dans quelques mois, oui. Le Nîmes Olympique qui, malgré le pessimisme ambiant, conserve toutes ses chances, rappelons-le, pour accrocher le wagon de Ligue 1. Les Nîmois ne sont qu'à 4 points du podium et ils préparent le plus sérieusement du monde la prochaine rencontre de lundi sur la pelouse du leader de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen. Une rencontre dont il sera question ce soir à partir de 20h50 dans le cadre de votre émission footballistique Croco Hebdo, dont on va découvrir quelques images. Le magazine dédié à l'actualité du Nîmes Olympique avec aux côtés d'Olivier Martinez et de Patrick Champ, Pierre-Paul Castelli qui recevra notamment les joueurs Benjamin Moukanjo que vous voyez ici à l'écran, ainsi que Moussa Sidibé, des joueurs qui reviendront sur la récente défaite des Crocos au Costières face à Clermont Foot avant d'évoquer la préparation de ce match décisif face à Caen. Un match qui, rappelons-le, débutera lundi à 20h40 et qui sera retransmis en direct par nos confrères d'Eurosport. Une première cette année en championnat pour les Nîmois. Et on reste dans le domaine du football, mais avec une autre approche, cette fois celle du sport fédérateur. En cette période de vacances scolaires, la direction des TCN a souhaité sensibiliser le jeune public des quartiers où les incivilités et les agressions sont malheureusement devenues habituelles dans les transports en commun. Un tournoi de football afin de mieux dialoguer, de créer du lien, notamment avec l'aide des associations et des médiateurs qui interviennent au quotidien sur le terrain. Alain Bellon est allé ce matin à la rencontre des acteurs de cette journée placés sous le signe du respect. Nîmes Olympique, Marseille, Chelsea, Barça, Malraux sont une partie des équipes présentes sur le terrain du stade Jean-Bouin à Nîmes. Pendant 4 jours, plus de 600 jeunes venus de différents quartiers nîmois vont participer aux journées de sensibilisation transport organisées par les TCN. Nous renouvelons cette année sur Val-de-Gourpy-Sévin, nous l'avons étendu au chemin bas d'Avignon et Mas-de-Mengue pour pouvoir être en contact avec les jeunes des quartiers, discuter avec eux pendant ces 4 journées qui vont se passer là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Et pour pouvoir discuter surtout sur les transports, sur la nécessité des transports et sur l'insécurité qui règne parfois quand ils agissent pas bien, quoi. Voilà, ça va être un petit peu le leitmotiv, je dirais. Associations de quartier et groupes scolaires ont participé au recrutement de joueuses et joueurs, mais d'autres moyens ont été mis en action. On a quand même voulu récupérer des jeunes qui ne rentraient pas dans ces cadres de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a fait aussi une inscription libre, récupérée après par les associations, une inscription qui se fait au niveau des associations, pour pouvoir toucher aussi ces petits jeunes qui ne font pas partie des associations et qui, nous semble,
sont plus créateurs d'incivilité que les autres qui sont déjà encadrés et qui ont déjà un fonctionnement dans les associations. Au cours de cette première journée, on peut constater que joueuses et joueurs manquent d'entraînement, mais en tout cas pas de motivation. Gagné un match, on en a perdu 2 et on est un peu fatigué, mais on ne va pas gagner grand-chose, donc on a toujours l'esprit d'équipe. Une semaine avant les vacances, on va dire, il y avait des surveillants qui nous ont proposé de faire un tournoi et de monter une équipe de filles, alors on a monté pour prouver que les filles sont un peu meilleures que les garçons. Il y avait des équipes qui étaient fortes, qui s'étaient déjà entraînées avant. Nous, c'est la première fois qu'on vient et qu'on ne s'est pas encore entraîné, donc c'était un peu difficile. On a gagné. Très très bien. C'est très bien, le petit monsieur il est là. Le petit monsieur il est là, il a marqué 4 buts. Le buteur. Et j'ai marqué un très bon but. On va y aller loin dans cette victoire, monsieur. On va aller loin, on va aller loin. Plusieurs ateliers font partie de ces 4 journées de sensibilisation et tous vont y participer et passer au stand TCN, tag et jeux d'échecs. 2 tangos et les transports en commun aux travaux du Jean Jaurès, cela n'a rien à voir, Christophe, mais vous allez nous parler de ces travaux. Les transports en commun empruntent certaines artères nîmoises, comme celle justement du boulevard Jean Jaurès. Et toujours dans cette actualité nîmoise, les usagers du boulevard Jean Jaurès vont devoir s'armer de patience avec le début demain de la réfection de la chaussée entre la place Jules Guesde et la place Séverine. Un chantier qui va s'étaler sur les 10 prochains jours et qui va perturber la circulation sur cette importante artère nîmoise. Puis une fois n'est pas coutume, nous allons prendre la direction de Montpellier, plus précisément celle de l'hôtel de région Languedoc-Roussillon, où s'est tenue ce matin une séance plénière du Conseil régional. Sous la présidence de Georges Frêche, l'Assemblée poursuit son travail post-élection avec la formation des différentes commissions qui vont déterminer les principaux chantiers régionaux sur les 4 années à venir. Une découverte pour certains élus gardois de la majorité régionale, telle que nous l'explique Pierre-Paul Castelli dans ce sujet. Après une première session consacrée à l'élection du président, le Conseil régional a mis en place ce 13 avril les 18 commissions chargées de porter les différents projets d'une mandature de 4 ans. Pour les nouveaux élus gardois de la majorité, c'est l'occasion de prendre ses marques et de mesurer l'ampleur de la tâche. Déjà, l'honneur et le plaisir de se retrouver dans cette assemblée, quand retentit aussi de nouveau la Marseillaise. Je crois que c'est quand même toujours un moment fort. Ensuite, l'ampleur de la tâche à accomplir, l'ensemble des délégations qui m'ont été confiées. J'ai commencé à rencontrer un peu les services, la direction générale. J'ai aussi travaillé personnellement un petit peu les différents enjeux, les diagnostics qui ont été faits les années précédentes. Et puis, au fur et à mesure, je vais rencontrer l'ensemble des responsables économiques sur l'ensemble du territoire, parce que bien évidemment, ça ne concerne pas que le Gard. Donc il faut faire tout un travail d'écoute, d'échange, avant de pouvoir se faire une idée plus précise et plus pointue des responsabilités en matière économique. Mais c'est un lourd challenge qui m'est confié. Pour d'autres représentants du Gard, cette session avait par contre un parfum de déjà-vu. Une séance classique pour moi. Ça fait maintenant la 3e ou 4e que je connais ici, puis ça fait la 4e fois que je suis élu ici. Je suis un des plus anciens maintenant ici, à la région. J'ai été élu en 86, donc il ne doit plus rester grand monde d'ailleurs. Je crois qu'on doit être 2, c'est tout, de l'époque. Alors bon, j'ai trouvé une session classique avec chaque délégué à sa commission, les organismes extérieurs dont il faut s'occuper. Donc voilà, une séance classique. Vous avez vu un président détendu, serein. Voilà, un bon départ. Le président Frêche avait entamé la session avec un rappel de la priorité absolue qu'il s'est fixée, gagner la bataille de l'emploi. Christophe, un peu plus d'infos sur les commissions et les groupes du Parti Socialiste dans cette région. Oui, entre autres, le Parti Socialiste, il y a d'autres listes présentes dans l'Assemblée régionale avec bon nombre de conseillers régionaux gardois qui se retrouvent dans les différentes commissions, 18 au total. Ainsi, Damien Larry, que vous venez d'entendre, retrouve Jean-Paul Boré dans la commission dédiée aux relations internationales, à l'Europe et à la francophonie. Le président du Conseil général du Gard qui participera également à la commission portant sur l'aménagement du territoire. Pour sa part, Corinne Giacometti travaillera au sein d'un groupe dédié au transport et à l'intermodalité, notamment aux côtés de l'UMP Christophe Rivenc et d'Evelyne Ruti pour le Front National. Françoise Dumas, que vous avez également vu à l'écran, participera à la commission dédiée au secteur économique, au même titre que Jocelyne Peset-Romieux et que l'Héroltais Jean-Jacques Ponce pour le groupe UMP.
On retrouve par ailleurs le Grolin Robert Crost au sein du groupe de travail dédié à la santé et à la jeunesse, ainsi que Fabrice Verdier, qui a rejoint la commission agriculture, viticulture et pêche, où se trouve également France Jamais pour le Front National. Notez encore Eddy Valadier pour l'UMP dans la commission dédiée à l'aménagement du territoire et Ferdinand Jaoul dans celle consacrée à la ruralité. Des élus socialistes particulièrement attentifs à l'ouverture ce soir à Paris de la commission Rénovation et Dialogue en Languedoc-Roussillon afin de décider du sort des 58 colistiers de Georges Frêche qui ont été exclus avant le scrutin régional pour ne pas avoir suivi les directives du parti. Au premier rang des socialistes languedociens, Damien Alary semble attendre avec sérénité les conclusions de cette commission tout en se projetant dans l'avenir avec les enjeux électoraux qui le concerne directement au niveau du Conseil général du Gard. C'est ce qu'il a rappelé à Pierre-Paul Castelli. Il va y avoir la mise en place de la commission ce soir qui, d'après ce que j'en sais, le titre me paraît être intéressant puisqu'il s'agit de commission de conciliation. Donc s'il y a conciliation, ce qui veut dire que peut-être on parlera de notre... quand cette commission sera en place, dès ce soir, elle viendra nous rendre visite dans le Gard et dans tous les départements de la région. Et je souhaite qu'elle aborde notre réintégration. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas que ça dure 2 ans. Si ça dure 2 ans, en tous les cas, moi je le dis, pour moi ça sera tard. C'est-à-dire que moi je reviendrai peut-être plus dans 2 ans. Alors j'ai des choses à faire encore avec le Parti Socialiste. Je suis toujours socialiste. Il va y avoir des combats dans quelques mois, notamment sur les cantonales. Je me représenterai à la présidence du Conseil général du Gard, quoi qu'il arrive. Socialiste si on me réintègre, divers gauche si on ne me réintègre pas, et on verra, mais je pense mes amis en tous les cas, mes collègues, à la grande unanimité, ou en tous les cas, il en manquera peut-être 1 ou 2, je ne sais rien, mais m'éliront président du Conseil général, je suis serein. Il suffit qu'on garde la majorité, ce qui veut dire qu'il va falloir mener des campagnes, que je serai sur le terrain dès la rentrée, et puis voilà, on aura après, on ira vers la présidentielle. Et là, je pense quand même que Mme Aubry, avec la sagesse qu'elle a, et si elle veut la rénovation d'un parti, il faut qu'elle nous réintègre. Et toujours concernant cette actualité du Parti Socialiste, ce communiqué émis ce soir par Nicolas Cadenne, membre du secrétariat fédéral du Gard et du Conseil national PS, section PS Nîmes. Avec cette déclaration, le Bureau national du PS a ce soir confirmé la création donc, de cette mission de dialogue et de rénovation qui aura pour objectif, je cite, d'enquêter sur le fonctionnement des fédérations socialistes du Languedoc-Roussillon et non de réintégrer ceux qui ont d'eux-mêmes décidé de s'exclure du PS en rejoignant la liste de Georges Frêche au dernier scrutin régional. Nicolas Cadenne qui précise que cette mission qui se déplacera donc en Languedoc-Roussillon rendra son rapport en juin. Donc affaire à suivre du côté de cette mission mandatée par le Parti Socialiste, Patrick. Où en est-on, Christophe, des grèves à la SNCF? Est-il possible de prendre le train? Alors ça concerne toujours l'actualité régionale et c'est toujours la pagaille concernant le réseau SNCF en Languedoc-Roussillon, mais également en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà maintenant 1 semaine que les cheminots grévistes de la CGT de Sudrail perturbent le trafic ferroviaire. Toujours 1 TER sur 2 dans notre région, 70% des TGV et 60% des corails Théos qui sont assurés. Et pour en savoir plus, il vous reste également comme ligne d'information le site internet, le www.infoligne.com, ainsi que le numéro de téléphone, le 0805 90 36 35. Patrick. En parlant de numéro de téléphone, vous allez nous parler d'Atoufil, mais ça n'a rien à voir. Jolie transition. Ce week-end, la mode était à l'honneur du côté de Vauvert avec Atoufil, rendez-vous désormais traditionnel dans le calendrier printanier des créateurs. Depuis maintenant un quart de siècle, cette manifestation haute en couleurs, mélange mode et mise en scène sous le prisme commun de la création. Un défilé toujours autant original dont la lecture du mythe a une fois de plus inspiré les nombreux participants. Je vous propose de le découvrir sur ces images de Nicolas Pinchino et sur le commentaire de Nadège Claes. L'Atoufil fête cette année son 25e anniversaire. Cet événement qui a lieu chaque année est un melting pot entre stylisme et spectacle théâtral. Le défilé a eu lieu ce week-end.
Les candidats n'ont qu'une obligation, suivre le thème proposé. Cette année, le mythique était à l'honneur, un seul mot qui permet aux candidats d'évoquer leurs sentiments sur le thème à travers leur passion. En fait, c'est plutôt les créateurs, eux, qui en parlent le mieux, en fait, finalement. Nous, on a proposé ce thème, et puis ensuite, c'est eux qui sont partis à interpréter à leur manière le thème de l'année. Mais c'est vrai qu'on réfléchit quand même pas mal, et qu'on essaie de se dire comment est-ce que les créateurs vont pouvoir réfléchir sur le thème qu'on va pouvoir leur proposer. La sélection se passe sur dossier, les créateurs envoient leurs idées de création par écrit, et le jury fait une première sélection. Le jour du défilé, ils seront soumis au vote d'un jury composé de 9 spécialistes, mais de corps de métiers différents. Tout comme les créateurs, qui ne sont pas toujours de même catégorie socio-professionnelle. On était sur plus de 50 dossiers écrits, puisqu'il y a une présélection sur dossiers écrits. Et il y en a 37 qui ont été sélectionnés pour passer sur scène. La richesse d'Atoufil, c'est de ne pas tenir compte de tout ce qui est la provenance socio-professionnelle de chacun. Donc tout le monde peut participer, c'est ce qui fait la force d'Atoufil, elle réside là aussi. Les 3 meilleures créations sont récompensées. Un prix allant de 500 à 2000 € pour le vainqueur. Une mention spéciale et un prix du public de 400 € a aussi été décerné lors des résultats. On a des fidèles, même si à la fin, il y en a certains, tout le monde n'a pas un prix, mais même s'ils n'ont pas de prix, ils reviennent parce qu'ils sont contents de l'ambiance qui règne et puis aussi du défi que peut représenter quand même Atoufil. Comme en avril, Christophe ne se découvre pas d'un fil, on reviendra sur cette manifestation Atoufil demain soir dans le journal télévisé avec vous ou avec Pierre-Paul, je ne sais pas qui sera là. Et vous ne perdez pas le fil en tout cas. Pierre-Paul et moi-même serons présents en plateau. Tous les deux, très bien. Une dernière info, le week-end dernier, c'était la journée du mis au doigt et vous êtes allé à la rencontre de notre ami José Garcia. Oui, entre autres, enfin, pas celui que vous croyez. Ah ben non, celui des taureaux. L'autre, celui des taureaux. On va terminer en effet ce journal sur une note festive avec la tenue dimanche dernier de la journée du mis au doigt. Appellation qui rend hommage aux traditions taurines à Millau, mais également un taureau de la manade Brio. Au programme Abrivado, animation pour tous ainsi que quelques expositions ont permis aux habitants de Millau de profiter pleinement d'un beau week-end de printemps. Une fête qui en appelle d'autres et à laquelle a forcément participé Nicolas Penchilo. Vous allez du côté du Vigan, c'est la fête de l'oignon. Vous allez où que vous puissiez aller, il y a toujours une fête quelconque. Donc à Millau, c'est le terroir, la fête du mis au doigt. Voilà, c'est comme ça. On a offert un taureau au mis au doigt, qui s'appelle le mis au doigt, qui est là aujourd'hui. Ça fait la 8e année qu'il participe à ces manifestations. Millau est de plus en plus dans cette tradition bouvine que l'on veut maintenir au niveau des abrivados, des bandidos, de la course camarguaise, etc. Donc je crois que c'est un objectif qu'il faut atteindre. On l'a atteint, maintenir, ça va être le plus dur. Et c'est surtout une journée dont on est fier parce que c'est sa 8e édition. Et au départ, il n'y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient. Il faut savoir quelque chose, cette journée, c'est que les manadiers nous font des entraînements gratuitement pour la jeunesse de Millau et pour les jeunes de Millau. On va continuer, donc il y a le marché qui lui est toute la journée jusqu'à 17 h. La partie autre qui reste attractive, c'est la partie enfant, qui est devant la mairie, la place du Castellas, où on a bien sûr les poneys de la Tourmagne, structure gonflable avec combat de sumo, des jeux en bois, où ça reste encore une fois des jeux qui sont très attractifs aux enfants. Et après, on a une partie expo peinture également dans le centre qui est toute la journée, une restauration, mais sur l'apéritif traditionnel qui fait partie de notre tradition. Et la Coupe au Santo qui a retenti à Millau, il n'y avait pas René Abrig du côté de Millau pour l'interpréter, mais il faudra peut-être donner quelques cours du soir du côté de Millau sur l'interprétation de la Coupe au Santo qui a été plus été entendue qu'interprétée, Patrick.
surtout par Frédéric Siller qui nous fait le son ce soir. Espérons que jeudi dans son émission sur le salon de la bouvine, ils prennent un petit peu des cours du soir. Une autre info, on ne peut pas passer au travers, Christophe, on a une vedette à Télémiroir. C'est vous ? Non, c'est pas moi. On savait Pierre-Paul très aimé des ménagères de plus de 50 ans. Et bien voilà, le journal, elle, n'a rien trouvé. C'est votre livre de chevet, Patrick. Voilà, il y a Claudia Schiffer en couverture, mais surtout à l'intérieur, vous avez Pierre-Paul Castelli avec son superbe sourire. Voilà, dans les locaux de Télémiroir, une page complète sur Pierre-Paul Castelli, dans ce journal très féminin. Voilà, on ne se l'explique pas, mais il est bien là, Christophe. Mais vous ne vous lassez pas de lire et de relire l'article. Hein. Écoutez, c'est merveilleux. Pierre-Paul dans elle, édition nationale, voire internationale, voire mondiale. On ne sait pas. On précise bien que c'est Elle Montpellier en plus. Hein. Oui, c'est l'édition d'Elle Montpellier, donc ça doit être la grande région Languedoc-Roussillon et même au-delà sans doute. Est-ce que vous avez d'autres informations majeures à nous communiquer, Patrick? Plus que majeures, Christophe, puisque aujourd'hui, Tata, bonne fête, ma Tata Louisette a 90 ans. Je vais la retrouver dès la fin de ce journal télévisé. Voilà, je voulais lui faire une grosse bise et lui dire à tout de suite et surtout très joyeux anniversaire. Elle a attendu 90 ans pour qu'on lui souhaite en direct d'un journal télévisé. Voilà, c'est chose faite. À tout de suite, Tata, gros bisous. Et pleine de longues années encore en pleine forme comme tu es. Et on boira un verre à sa santé, bien évidemment. Oui, même peut-être 2, mais toujours avec modération, vous le savez, Christophe. Vous avez déjà commencé, je crois, avec les amitiés de Noir et Blanc qui sont pas très loin. Oui, votre père est encore là. Merci pour ce journal télévisé. Croco Hebdo, bien sûr, à 21h. Avec, ça va aller très vite, hein, les attaquants du Nîmes Olympique sur le plateau. D'autres infos. Un attaquant et un défenseur, Moussa Sidibé et Benjamin Moukanjo. Merci Christophe. Merci à vous, Patrick. Très bonne soirée. Et on n'oublie pas le match contre Clermont-Ferrand à 22h. Voilà. Ah, c'est ça dont il fallait que je me rappelle. D'accord, j'avais oublié. Et vous l'avez oublié. Bon, j'étais déjà la tête dans les 90 ans de ma tata. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Guillaume et à Frédéric d'avoir supporté tout ça. Très bonne soirée sur l'antenne de Télémiroir. Au revoir.